Depuis 2007, la Commission de la santé mentale du Canada propose des recherches, des programmes, des formations et des outils qui génèrent un réel changement au sein des collectivités. C'est aussi un partenaire important de ce 20e colloque international en santé mentale de la QRP et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Michel Rodrigue, président, directeur général de la CMC. Bonjour. Bonjour. Vous sortez de scène, vous êtes exprimé quelques minutes alors ce mardi 28 et ce mardi 28 vous avez sur la scène du Lévis Centre des Congrès parlé chiffres éloquents et qui interpellent parce qu'ils disent à eux seuls ce de quoi collectivement nous nous privons. Oui, bien en fin de compte, c'est une personne sur 4 qui va vivre un trouble de santé mentale ou une maladie mentale et ça c'est à chaque année. Donc, ça nous interpelle parce qu'il y a plusieurs d'entre nous qui vont être affectés. Et tout ça fait en sorte que ça ampute notre produit intérieur brut de 50 milliards de dollars par année. C'est 50 milliards de dollars qui sont complètement sortis de notre économie en raison des absences pour des raisons de troubles de santé mentale. Et le rôle de la Commission qui détient donc des chiffres qui sont effrayants, oui. On se dit que collectivement on perd considérablement. Qu'est-ce que vous faites de ces chiffres? Quelle est l'influence que vous pouvez avoir, par exemple, sur les gouvernements pour les inviter à investir davantage? Mais on ne fait rien seul. Donc, on travaille avec des gens comme la QRP. Vous avez le sens du punch, hein? Ah, voilà. Et c'est vraiment important pour nous. Puis, c'est vrai, à chaque année, on collabore avec 300 à 400 organismes pour mener de l'avant, pour améliorer l'accès aux soins de santé quand les gens en ont besoin. Et c'est une chose qui nous tient tous et toutes à cœur. Il y a un autre mot que vous avez utilisé, vous avez parlé de la stigmatisation. C'est l'un des thèmes importants de ce 20e colloque. Il y a plusieurs ateliers, parmi les 95 qui sont donnés, beaucoup d'ateliers sur la stigmatisation. Que représente-t-elle pour la Commission de la santé mentale du Canada? C'est un effort central, c'est un fil conducteur à notre travail quotidien. Et la raison, c'est quand les gens absorbent eux-mêmes les préjugés vis-à-vis la trouble de santé mentale, ça veut dire qu'ils vont se sentir moindres, ils vont s'empêcher d'aller chercher des services. Quand cette stigmatisation est intégrée dans notre système de la santé, ça veut dire que ces gens-là ne recevront pas les soins de façon adéquate et ça va mettre à risque leur vie. Alors, c'est vraiment important d'y faire face et de changer les mentalités. Quelle est l'importance pour vous, pour la Commission, de participer à un congrès comme celui-ci? Alors oui, il y a beaucoup de monde, il y a 500 participants cette année. Qu'est-ce que vous venez rechercher? Quelles sont vos attentes? Bien, pour moi, c'était la première journée d'écouter, d'apprendre, et ce que j'ai fait. Il y a eu des conférencières et conférenciers exceptionnels. On a pu vraiment aller dans le fond de leur expérience vécue sur d'autres sujets aussi. Ça me permet aussi d'avoir des entretiens pour apprendre ce qui se passe sur le terrain parce qu'on a un organisme pan-canadien. Et ça nous permet de tisser des nouvelles relations, des nouveaux liens pour développer des nouveaux partenariats parce que je pense que c'est ensemble qu'on va vraiment avoir une meilleure force de frappe. La santé mentale, quelle place elle occupera? Est-ce que vous pensez qu'elle sera aussi importante que la santé globale? Est-ce que vous pensez qu'elle aura pris la place qu'elle doit prendre, qu'elle devrait prendre? Je l'espère fondamentalement. Et puis, je pense qu'on est dans la bonne voie. Les gouvernements, les décideurs reconnaissent qu'il y a une crise de santé mentale. Il reste maintenant aux investissements, aux efforts pour y faire face. Et c'est là où on est. Je pense que dans 30 ans, j'espère qu'on aura accès à des soins de services de santé de qualité, culturellement adaptés, dans la langue de choix, quand les gens en ont besoin. Alors, je pense que la première chose, c'est qu'il faudrait répondre à leurs besoins. On va avoir fait un meilleur job côté prévention, donc créer des espaces de vie qui, au lieu de miner la santé mentale, vont aider à travailler le mieux-être. Alors, il faut travailler autant en prévention et en promotion qu'au niveau du traitement. Alors, dans l'actualité, il y a quand même, depuis début mai, dans l'actualité de la Commission de la santé mentale du Canada, un sujet très intéressant. Vous travaillez avec un partenaire sans but lucratif australien qui a lancé un programme de prévention du suicide
qui me semble être très d'actualité. C'est clavardage prudent. De quoi s'agit-il exactement? Alors, c'est un outil qui a fait ses preuves en Australie. Et puis nous, à la Commission, on essaie de jamais réinventer la roue. Alors, quand on voit des choses qui ont fait leurs preuves, qui fonctionnent, qui ont été repris dans différents pays en Europe ou ailleurs, bien, on regarde si c'est pertinent, on évalue en sol canadien et par la suite, on voit si c'est pertinent de le lancer. Cet élément-là, cet outil, c'est vraiment pour nous informer, informer les parents, informer les gens pour avoir comment on a accès aux réseaux sociaux de façon sécuritaire pour les enfants. Parce qu'on est tous préoccupés par cet élément-là. Et c'est vraiment l'objectif de cet outil. On parle beaucoup de ce sujet-là un peu partout dans les nouvelles. En Europe, dernièrement, le gouvernement français, par exemple, a légiféré pour interdire certains écrans dans les écoles, alors qu'il y a quelques années encore, on investissait les écoles, on s'est rendu compte des dégâts que ça peut causer. Ça va dans le même sens. Il faut être prudent, vigilant. Il faut être prudent, il faut être vigilant. Cependant, il faut aussi réaliser que il y a une époque, on accordait tous les torts aux jeunes garçons qui jouaient. Et on a vu que oui, il peut y avoir une incidence s'il y a de l'abus, mais cependant, pour plusieurs, ça leur crée un réseau et que ce réseau-là était tout aussi important que n'importe quel autre réseau. Alors, il faut quand même différencier, il faut prendre le bon, mais s'assurer de prévenir et de protéger les jeunes qui ont accès à des choses qui sont absolument inacceptables, dangereuses. Donc, à situation radicale, il ne faut pas forcément toujours être radicaux, il faut être prudent. Comme sur un terrain miné, il y a des choses qui peuvent être bonnes, donc tout n'est pas acheté. Et c'est ça, donc c'est pas tous les jeux qui sont dangereux, c'est pas les jeunes garçons et c'est pas tout ce qu'il y a sur les médias sociaux qui est dangereux. Cependant, il y en a beaucoup trop et les logiciels tendent à encourager les jeunes à devenir accros et c'est là où il faut les protéger. Et l'outil qu'on a lancé il y a quelques semaines, c'est justement pour informer les parents, les enseignants et les enseignantes, les jeunes aussi sur les dangers et comment s'y prévenir. Et il est accessible évidemment en français et en anglais dans les deux langues officielles. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.